Jean-François Chaumont nous en a parlé tout à l'heure. Le championnat FIA TGP qui regroupe les anciennes Formule 1 des années 70-80 est une des épreuves phares de ces Spa Ferrari Days. Et parmi elles, impossible de passer à côté de cette Lotus 88 qui a été pilotée par Mansell et De Angelis en Grand Prix. Michel Quignou, bonjour. Vous êtes l'actuel pilote de cette voiture qui est originale à plus d'un titre. Vous pouvez nous retracer un petit peu son histoire brièvement ? C'est vrai, j'ai une chance extraordinaire de piloter cette voiture. En fait, cette voiture n'a jamais couru en Grand Prix, mais a uniquement fait les qualifications. Elle a été conçue par l'extraordinaire Colin Chapman, qui avait toujours des idées diaboliques. Et en fait, elle n'a pas couru en Grand Prix, puisque les autres écuries sont opposées à ce qu'elle court en Grand Prix. Aujourd'hui, sur Francorchamps, la pluie est de la partie. Dans ces conditions, avec un engin pareil, on fait quoi? On attaque, on essaye de préserver la voiture, on a peur? Comment on se sent? On est partagé dans l'envie, bien sûr, d'attaquer. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et l'envie de protéger la voiture, parce que c'est vrai que si je ramène le volant et que le reste est éparpillé dans les rails, ça ne ferait pas très plaisir ni à Snim ni à ses mécanos. Donc c'est vrai que 2 fois, pour éviter les voitures qui partaient en travers, j'ai bloqué les roues et calé, ce qui m'a fait perdre quelques places. Mais c'est vrai que quelques places, c'est pas très grave. Si on détruit une voiture comme ça fait vraiment très mal au cœur. Et on a constamment cette idée à l'esprit. Ce championnat TGP, c'est un championnat de gentleman driver où il y a un enjeu et on attaque vraiment? En fait, il n'y a aucun enjeu. Le seul enjeu, c'est une coupe à la fin de la course. Donc, la motivation, c'est de se faire plaisir. Chacun court à son niveau. Il y a des gens comme Freddy Kumchik qui sont quasiment des professionnels de la course automobile, mais qui courent en amateur. Et puis, les autres sont plutôt les gentleman drivers, où effectivement, il y a des niveaux un petit peu différents. On se respecte mutuellement, on respecte les voitures. Moi, c'est ma 2e course cette année avec cette voiture, donc je suis un peu rookie dans cette catégorie de voitures. J'ai roulé plutôt en F2 et en proto jusqu'à maintenant. Mais c'est une chance tellement extraordinaire de pouvoir rouler dans une F1 que, quel que soit le niveau, on prend son plaisir et c'est un plaisir intense et énorme. Parmi les championnats à succès de notre pays, le Belcar occupe une position de choix avec pas moins de 50 bolides au départ, dont 3 Viper Chrysler. Le coup d'envoi de la saison 2002 n'est pas passé inaperçu lors du New Race Festival à Zolder, compte rendu de Vincent Franzen. Certaines de nos compétitions en circuit sont en pleine phase de transition. D'autres, à l'image du Belcar, se portent comme un charme. Cette saison, non moins de 3 Chrysler Viper GTSR très compétitives, en plus d'une impressionnante meute de Porsche 996 biturbo ou GT3 RS, constituent la base d'un peloton riche d'une 50aine de bolides surpuissants. C'est donc un combat d'envergure que le public du New Race Festival a pu assister, avec au départ l'envolée de la Viper GLPK Racing de Bert Longin, flanquée du reste de la meute. Rapidement, l'ordre au sommet de la hiérarchie allait s'inverser, Molekens prenant de manière autoritaire la tête de la course, tandis que derrière, les 3 reptiles américains du Belcar organisaient la chasse. Dès le début de course, il apparaissait évident que la Viper de Longin éprouvait un peu de mal à suivre le rythme, celle du Hollandais David Hart, conséquence de problèmes d'échappement entraînant une baisse de puissance peu favorable sur un tracé comme celui de Zolder. Comme on pouvait s'y attendre, certains concurrents rencontraient des problèmes assez tôt dans la course, notamment du côté des favoris de la catégorie tourisme. C'est ainsi que la superbe Ford Mondeo RS de Mark Van Heerum s'immobilisait en raison de problèmes de transmission, bientôt imité par l'Audi 80 compétition du Finlandais Pertti Kuismanen. Invité par le team de Johan van Varenberg à disputer cette première manche Belcar au volant d'une Porsche 993 biturbo plutôt flashante, Didier de Radigues n'allait malheureusement pas très loin, un panache de fumée signifiant un abandon précoce. Au canal, il y a eu une grosse vibration, et moteur et châssis, c'est ça qui est un peu bizarre. Donc, je sais pas, c'est peut-être quelque chose dans le châssis qui a cassé le moteur, je sais pas, c'est fini. Retrait précipité également pour la 996 GT3 RS de Rudy Penders et Margot Sainz, la mécanique n'ayant pas digéré une erreur du pilote. En changeant de vitesse, j'ai raté la 4e, j'ai pris la 2e, une seconde, j'ai l'impression que ou la boîte ou la cardane ont cassé, enfin le pont ou la cardane, un des deux. Toujours plus cocasse, la Mini à moteur de BMW M3 engagée par Eric Fick et Vincent Bernard était elle aussi ralentie et pour cause. Enlever
la manette de vitesse qui a craqué. C'est le seul problème, mais c'est un problème assez important pour résoudre. À l'avant du peloton, tout se passait à merveille pour la Porsche PSI de Kurt Molekens. Mais au moment de repasser à son stand pour céder le volant à Eric Geboers, notre ex-pilote de Formule 3000 éprouvait quelques inquiétudes. Le seul souci que j'ai, c'est la consommation. On a du but de rentrer plus tôt que prévu. Et j'espère qu'on va pouvoir arriver à la fin sans devoir faire un splash and dash. Conscient des ennuis de consommation pouvant contrarier la fin de course de la Porsche de tête, la Chrysler Viper GTSR de David Hart et Robert Dietrich conservait un rythme élevé, histoire de maintenir la pression. Une excellente initiative, puisqu'à moins de 10 minutes de l'arrivée, la Porsche PSI s'engouffrait dans les stands pour un splash and dash, la renvoyant au deuxième rang final, à 1 minute de la Viper Car Sport Holland, qui remportait donc la première manche du Belcar 2002. De quoi combler Robert Dietrich, qui avait quelque peu disparu de la circulation depuis sa 3e place aux dernières 24 heures de Francorchamps. Cette année, c'est la première victoire. Ce sera sûrement pas la dernière parce que l'équipe a un potentiel terrible. La voiture, c'est mon ancienne, donc je la connais vraiment. Elle marche vraiment bien. Et mon copilote a été parfait. Donc, aucun problème. Vraiment une journée extraordinaire. Si la Porsche de Molekens et Geboers préservait sa seconde place en dépit de ce ravitaillement de dernière minute, la Viper GLPK de Longin et Dupont ralliait l'arrivée au 3e rang malgré ses ennuis d'échappement. Quand j'ai eu le problème, j'ai dit au radio, dit Vincent qu'il doit rouler. Quand il ne tourne pas de tour vite, c'est pas de problème, mais on doit finisher pour le championnat et c'est pour ça qu'une 3e place, c'est vraiment bien. Derrière ce trio de tête, c'est la 996 biturbo AD Sport de Van Scott et Van Rouy qui s'illustrait au 4e rang, précédant la 996 GT3 RPSI de Frédéric Bouvy et Nicolas Kropp, excellent 5e et vainqueur autoritaire en GTB. Dans cette même catégorie, on notait la belle prestation de la Gilet Vertigo Alpha de Bas Lenders et Sébastien Hugeux, bien revenus dans le parcours après des ennuis de pompe à essence. Du côté des voitures de tourisme, c'est la BMW M3 de Teus et Whitens qui héritaient de la victoire après les ennuis de la Ford et de l'Audi. Prochaine manche Belcar le week-end des 11 et 12 mai dans le cadre du Spa Bel Pro Trophy avec la montée en piste de quelques pilotes du championnat FIA GT dont Anthony Kumpen et Mike Ezemans. Nous sommes toujours à Francorchamps sous la pluie. Quelques heures avant le coup d'envoi de ces Spa Ferrari Days, nous avons pu découvrir la nouvelle 575 Maranello, nouveau fleuron de la gamme, présenté officiellement par le garage Francorchamps, importateur de la marque en Belgique. La nouvelle 575 Maranello, celle qui succède à la 550 avec Marc Lacroix. Dans le cadre des Spa Ferrari Days, le garage Francorchamps, représentant belge du prestigieux constructeur italien, a reçu 3 exemplaires comptant parmi les tout premiers d'Europe de la nouvelle Maranello 575M. Dévoilée dernièrement au Salon de Genève, celle-ci remplace la 550 Maranello, apparue en 1996 et elle-même développée à partir de la superbe 456 GT, sous des traits n'étant pas sans rappeler la fameuse 365 Daytona des années 70. Une ligne sublime et unanimement appréciée que Ferrari n'a pour ainsi dire pas changé. Donc nous sommes ici en présence de 2 Ferrari Maranello avec d'un côté l'ancienne, la 550 et de l'autre la nouvelle, la 575 avec pour différences esthétiques majeures et bien des gens d'un nouveau dessin, toujours en 18 pouces et puis une nouvelle face avant, notamment le bouclier ou les phares. Pour le reste, la 575M conserve les traits de caractère de sa devancière, comme ses aérations latérales placées derrière les roues avant, ou les ailes arrière se différenciant par l'intégration de la trappe à carburant à droite et d'une bouche d'aération de boîte de vitesse à gauche. Enfin, si l'arrière est totalement inchangé, le capot voit quant à lui sa proéminente entrée d'air sensiblement modifiée. À l'intérieur, en se faisant plus fonctionnel, l'habitacle représente un changement plus radical, ce qui justifie déjà plus clairement le M de son appellation, lequel signifie simplement Modifica en italien ou si vous préférez version modifiée. Parmi les détails sympas conférant une allure plus sportive à l'habitacle, on remarquera que le compte-tours a été déplacé au centre du panneau d'instrumentation face au pilote comme dans une voiture de course. Mais en fait, les principales évolutions de la Belle sont d'ordre technique. Les différences essentielles entre ces 2 véhicules, eh bien, elles se situent sous le capot, puisque la 550 disposait d'un V12 de 5,5 litres et 485 chevaux. La nouvelle 575 dispose d'un 5 litres 750 qui développe aujourd'hui 515 chevaux. Une révision de puissance obtenue par augmentation de la course et de l'alésage et qui permet aussi un gain sensible du couple qui culmine désormais à 569 Nm. Pas de quoi changer les performances déjà exceptionnelles de cette GT. Mais la nouveauté la plus importante, c'est la boîte de vitesse type F1.
Alors ne cherchez pas de levier de vitesse dans cette 575M, il n'y en a pas. En fait, cette voiture bénéficie d'une boîte de type F1, telle qu'on la connaît sur la petite sœur 360 Modena. Et les vitesses, eh bien, elles se passent ici au volant, avec à droite un petit levier qui permet de monter les vitesses et à gauche qui permet de les descendre. Pour la marche arrière, il suffit de tirer sur un petit levier et le diriger vers l'arrière. Donc voilà le système de marche arrière de cette boîte assez particulière et qui à l'usage eh bien, se révèle tout à fait remarquable. Ça n'a absolument rien à voir avec les pseudo-séquentiels que la plupart des constructeurs proposent et qui mettent un certain laps de temps à sauter le rapport à partir du moment où on donne l'impulsion. Ici, on donne l'impulsion, le passage est immédiat et vraiment une boîte d'une très grande efficacité. Hormis le maniement de cette boîte et la santé affichée par le moteur italien, le galop d'essai auquel nous nous sommes prêtés sur le circuit de Francorchamps nous a aussi permis d'apprécier les qualités dynamiques du coupé italien qui jouit d'un équilibre vraiment remarquable et d'une tenue de route particulièrement affûtée, notamment grâce à une suspension désormais pilotée. Il est clair qu'en bonne Ferrari qui se respecte, eh bien, elle doit aussi être une bonne sportive. C'est pourquoi Ferrari a prévu cette petite commande, qui est une commande qui gère à la fois la dureté d'amortissement, la gestion de la boîte, qui est un peu différente donc en mode sport et qui permet à cette voiture de bénéficier alors d'un comportement plus sportif, plus rigoureux. En dépit de cet apport technologique, la 575 reste avant tout une GT de route et ne se prête pas vraiment à un usage ultra sportif, comme le prouveront les freins, qui malgré des plaquettes annoncées plus performantes, montreront assez vite leurs limites. Bref, une très belle auto approchant la perfection, mais se négociant tout de même aux alentours de 195 000 € en boîte manuelle, la transmission F1 nécessitant un supplément de 9 000 €. Une semaine à peine après les Spa Ferrari Days, 4 et 5 mai, le circuit de Francorchamps vous invite à un nouveau rendez-vous de prestige, faisant la part belle au bolide d'hier et d'avant-hier, le RMU Classique. Mise sur pied par le Royal Motor Union de Liège, cette manifestation rassemblera des dizaines de monoplaces, prototypes, voitures de tourisme et de grand tourisme. Invité d'honneur de ce RMU Classique, le pilote américain Dan Gurney, vainqueur du Grand Prix de Belgique de Formule 1 en 1967, qui sera de la partie 35 ans plus tard avec l'Eagle Westlake qu'il pilotait à l'époque. Bref, un meeting passion au cours duquel le toboggan ardennais a rendez-vous avec l'histoire. Et ben voilà, un moteur, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine.